Bonjour et bienvenue dans ce vlog. J'avais prévu pour décembre de faire un vlog par semaine avec à chaque fois un livre et une recette de biscuits ou de gâteaux. C'est déjà la deuxième semaine. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer pour je sais pas comment ça va se passer pour les semaines prochaines, si je vais y arriver au niveau du temps. En tout cas, je vais essayer de cette semaine et puis on verra bien. Cette semaine, je lirai Marie Ndiaye, La Chef, roman d'une cuisinière que j'avais envie de lire depuis très longtemps et donc je m'y mets cette semaine. Je suis au début, c'est l'histoire donc d'une cuisinière. Quelle surprise! Et c'est pas elle qui raconte l'histoire, c'est son commis. Et d'après ce que j'ai compris, elle est morte, mais c'est jamais vraiment explicitement dit comme ça. Même pas de disparition, il y a un moment, il parle de son départ. Donc, j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas très clair. Mais je pense que c'est aussi le but, c'est peut-être non seulement le style de l'autrice, mais aussi peut-être que ça exprime une certaine forme de rejet de cet événement dramatique pour le narrateur. Donc, le narrateur, c'est son commis, qui raconte son histoire, donc l'histoire de la chef quand elle était jeune, environ quand elle avait 16 ans, et après sa vie lorsqu'il a travaillé pour elle. Donc pour l'instant, ça me plaît beaucoup. C'est pas une surprise, mais en fait, c'est pas une surprise que ça me plaise, mais c'est vrai que j'étais un peu surprise par le style, mais dans un sens positif. Je retrouve certaines choses qui m'ont plu dans les livres que j'avais lus d'elle avant, et en même temps, ce livre-là en particulier, j'ai l'impression qu'il a vraiment quelque chose de différent, dans un sens positif, quelque chose de plus mûr, de plus abouti, alors que c'était vraiment déjà très bien ce qu'elle faisait avant, enfin en tout cas c'était à mon goût. Donc je pense que ça va être vraiment pas mal et je vous dirai quand j'aurai un peu plus avancé dans le livre. Sinon, comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose en décembre jusqu'ici, je n'ai pas non plus une vie extraordinairement palpitante en ces temps de corona. Un petit truc, le truc le plus intéressant qui s'est passé ce mois-ci, depuis le début du mois, j'ai reçu des chocolats en cadeau. Voilà, pour vous dire à quel point ma vie est intéressante. Mais pourquoi je voulais vous en parler? Parce que c'est une tradition en Allemagne, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Il me semble que ça se fait aussi dans certaines régions de France, en tout cas ça se fait pas de là où je viens puisque je viens du sud. Mais il me semble que ça se fait aussi, c'est la Saint-Nicolas, on offre donc des chocolats. Donc j'ai eu des chocolats de plusieurs personnes et notamment d'un de mes voisins qui a déposé des chocolats sur le palier de porte de tout le monde, anonymement. Donc je sais pas qui c'est, mais en tout cas, ça m'a mise de très bonne humeur. C'est pas juste pour les chocolats, hein. Ça m'a mise de bonne humeur de voir, en fait, juste c'est un petit geste un petit geste positif en fait, et je me dis peut-être que ça pourrait être aussi une bonne idée si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu positif pour vos voisins, vous pourrez leur offrir des chocolats. En parlant de chocolat, je sais que tout le monde n'aime pas les Mon Chéri, moi j'aime beaucoup en tout cas, et les Mon Chéri sont végétaliens, donc je crois pas que ce soit écrit sur la boîte, mais en tout cas quand on regarde la composition c'est végétalien et je l'ai vu aussi sur plusieurs sites internet, donc je me dis que ça peut peut-être en intéresser certains. Aujourd'hui, mercredi, j'ai pas fait grand chose de ma journée, je dois le reconnaître. Je suis sortie pour aller amener des vêtements d'occasion que j'avais eu, qui étaient à la base déjà d'occasion et qui m'allaient pas très bien, qui étaient soit un peu grands, soit un peu petits. Et je me suis forcée à les amener au magasin en me disant c'est pas possible que ça reste là sur ton étagère pendant encore des mois. Donc voilà, une bonne chose de faite, même si j'ai pas eu une journée très productive, au moins j'ai fait quelque chose d'utile. Sinon, j'ai avancé dans ma lecture, j'en suis à peu près à la moitié. Et quelque chose de très surprenant pour un livre qui parle de cuisine, de cuisinière, etc. c'est la description de la nourriture, le rapport à la nourriture
il y a vraiment une ambiguïté, il y a toujours deux pôles. Donc c'est en partie quelque chose de honteux, mais aussi quelque chose comme de sacré. Je sais pas si je pourrais dire religieux, peut-être pas religieux, mais vraiment de sacré. Et on parle pas vraiment de tout le côté sensuel de la nourriture, mais on insiste, et surtout la cuisinière insiste beaucoup sur le côté spirituel qui est pour elle beaucoup plus important. Il y a vraiment des connotations et des interprétations qui sont apposées à la nourriture qui sont vraiment assez inattendues, assez particulières. Bon, je peux pas trop en dire parce que sinon je pense que ça pourrait durer des heures, mais sinon il y a aussi pas mal de choses assez intéressantes comme le rapport du commis à la chef qui est vraiment en adoration totale, qui dit être vraiment presque né à partir du moment où il l'a rencontrée, le fait que elle soit vraiment décrite comme un personnage très important, très fort, etc. Mais en même temps, elle n'a pas de voix, c'est pas elle qui raconte son histoire. Donc, plein de petites choses comme ça qui font que je pense que ça va être une très très bonne lecture.
Alors, j'ai fini de manger et je continue à regarder The Crown, qui est donc une série qui raconte, qui parle de la famille royale d'Angleterre. Très très intéressant. J'avais prévu de regarder la série plus tard, mais la saison 4, histoire de Diana, faisant que tout le monde en parle sur internet en ce moment, je me suis dit bon, on va commencer la série. Saison 1, on parle de la reine Elisabeth. Et c'est vraiment intéressant parce que en tant que personne, que simple mortel, c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre les décisions, la logique de ces personnes-là. Et la série nous donne, je ne sais pas si c'est forcément une nouvelle perspective, mais disons que c'est une perspective éclairante qui nous permet vraiment de mieux comprendre comment ils peuvent prendre certaines décisions et qui nous montre que leur vie est tout à fait différente, leurs responsabilités sont tout à fait différentes. Donc vraiment j'aime beaucoup et je peux la conseiller. J'en suis au début de la saison 2, on parle un peu plus du prince Philippe, donc de son mari. Et c'est vraiment très intéressant, je connaissais pas du tout, je connaissais rien de sa biographie et... Oulala. Donc je peux conseiller franchement la série. J'ai pas trop eu le temps de lire hier et aujourd'hui, j'ai avancé un tout petit peu. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que l'autrice a vraiment un talent pour... elle a vraiment une écriture fluide, même si, par exemple, quand le narrateur passe d'un moment à un autre, donc il raconte un moment qui s'est passé il y a des années, et puis il revient à un autre moment qui n'est pas le présent, mais en fait, il est dans le présent et il raconte quelque chose qui s'est passé avant, mais parfois il raconte des choses qui sont passées encore plus tôt. Donc il oscille entre ces deux moments-là, et même s'il oscille vraiment assez souvent et de façon assez abrupte, on n'a pas cette impression que ça soit vraiment genre un choc entre les deux moments, et je trouve que l'autrice arrive vraiment bien à rendre tout ça assez fluide. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que parfois je sais pas trop ce que pense le narrateur. Il fait des commentaires qui sont pas, je dirais pas forcément sexistes directement, mais un peu gênants, où je me pose quand même un peu des questions sur sa façon de penser. Il n'a pas l'air très progressiste non plus, mais c'est des petits commentaires par-ci, par-là, qui sont un peu étranges. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. J'ai malheureusement pas noté de passage. Peut-être que j'en noterai pour plus tard, peut-être pas. Voilà, je vous retrouve plus tard. Aujourd'hui, samedi, je vais faire un gâteau là maintenant. Je comptais prendre une recette d'internet et vous la mettre dans la barre de description. Pour plusieurs raisons, finalement, j'ai choisi de faire une recette d'un livre que j'avais déjà. Donc c'est un truc allemand, je suis pas sûre que c'était traduit. Est-ce qu'on traduit le livre de recettes? Je ne sais pas. Donc bon, voilà, je vous le présente. Si quelqu'un parle allemand, je peux recommander ce livre-là. Et je vais vous montrer la recette que je vais faire. C'est celle-là. C'est un gâteau au citron avec, je sais pas si on voit très bien, il y a un gâteau et coupé en deux. Là, il y a comme une sorte de gelée avec de la crème par-dessus. Donc voilà, je l'ai déjà fait une fois. Et donc je vais le refaire aujourd'hui. Et je me suis dit ça pourrait être un petit peu intéressant, donner quelques conseils si vous avez envie de commencer à faire de la pâtisserie vegan. Parce que je sais que ça peut être parfois un petit peu... on se demande par quoi remplacer quoi. Donc je me disais que je pourrais faire la recette et donner mes commentaires en même temps. Alors cette recette normalement c'est pour une forme de 26 cm. J'avais pas envie de faire un gâteau aussi énorme, donc j'ai pris la mienne de 20, je crois que c'est 20 cm celle-là. Donc je vais tout diviser par deux en espérant que je n'oublie pas à un moment, parce que ça arrive quand je fais ça parfois, je divise tout par deux et à un moment j'oublie, il y en a je mets un peu trop. Donc voilà, on va faire ça.
là, je viens de finir la première partie, la première étape de la recette, la crème au citron. J'aurai 2 commentaires de conseils, mais ça c'est plutôt généraux à donner. Le premier, c'est toujours de réduire le sucre. Et même pas forcément que pour la crème. Là, j'ai fait moitié par rapport à ce qui était écrit. Je trouve que c'est vraiment assez de sucre. Et en général, là, je vois, normalement, la recette, c'est 400 g de farine pour 200 g de sucre. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Généralement, je mets maximum, s'il y a par exemple 400 g de farine, je mets maximum 100 g de sucre. Et parfois, je mets pas du tout de sucre dans les gâteaux. Comme les gâteaux à la banane, je mets jamais de sucre. Parce que c'est déjà sucré par les bananes, donc franchement, c'est pas la peine. Donc c'est un conseil que je pourrais vous donner en général. Au niveau des proportions farine-sucre, moi personnellement, ce que je fais, c'est de mettre 4-1, maximum 3-1 au niveau des proportions. Alors le gâteau est au four et je me suis dit que j'allais en profiter de ce moment de pause pour faire quelques petits commentaires sur la recette. Donc pour le sucre, j'ai déjà dit. La maïzena, ou je sais plus, c'est un autre nom, mais bref, la maïzena que j'ai utilisée dans la crème de citron, ça a pour but de lier les aliments et ça peut remplacer les œufs. D'ailleurs, je vais vous parler des œufs de suite. Enfin, pas tout de suite. D'abord, je finis mes commentaires et après, je vous parle des œufs. Enfin, de comment remplacer les œufs, du coup. Après, autre commentaire, pour tout ce qui est vanille, ça, c'est hyper pratique. Alors, pas forcément cette marque-là, mais c'est de la vanille en poudre. Je vous montre. Voilà, donc de la vanille en poudre. C'est clair. Et fait à partir de gousses de vanille, donc ça c'est vraiment très très pratique et je peux vous recommander ça si vous aimez faire des recettes avec de la vanille. C'est plus économique que d'acheter directement les gousses de vanille et franchement c'est plus facile. Le bicarbonate de soude alimentaire, donc ça peut se manger, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer des choses, c'est hyper pratique avec le vinaigre blanc mais ça se mange et c'est utilisé aussi, vous pouvez l'utiliser pour remplacer la poudre à lever, enfin ou je sais pas comment ça s'appelle, genre ce qu'on utilise d'habitude pour faire gonfler les gâteaux. Vous pouvez utiliser ça, ça marche très bien aussi. Pour l'huile, j'ai utilisé de l'huile de tournesol, on peut utiliser de l'huile de colza. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais c'est des huiles qui sont assez neutres au niveau du goût, donc c'est pas mal quand on veut faire des choses sucrées. Si vous voulez faire des choses salées, vous pouvez utiliser ça aussi, ou de l'huile d'olive. L'huile d'olive, je ne recommande pas pour faire des gâteaux parce que ça a un goût normalement assez fort. J'ai entendu des personnes me dire qu'ils faisaient des gâteaux aussi avec. Moi, je n'essaie pas. Autre chose, le vinaigre de pomme, ça sert à aérer les gâteaux, tout comme l'eau pétillante. Parce que je sais que c'est un peu surprenant. Moi, au début, je me disais pourquoi j'en vois dans toutes les recettes. C'est fait pour avoir quelque chose d'un peu plus aéré au niveau du gâteau. Mais après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez remplacer par de l'eau. Ça va pas rater votre recette. Et en général, pour 2-3 conseils donc pour véganiser des recettes, c'est vraiment pas très compliqué. Le beurre, on le remplace par de la margarine, c'est tout simple. Et attention, la question que tout le monde a, par quoi tu remplaces les œufs. Il y a plein de choses, prenez un stylo, j'ai plein d'alternatives à vous donner, j'ai fait des recherches et je me suis tout noté pour toujours l'avoir avec moi. Donc c'est alternatif pour un œuf, donc si vous avez besoin de plus, vous multipliez. Ce que je fais très très souvent pour un œuf, 2 cuillères à café de maïzena, 3 cuillères à café d'eau. On peut utiliser aussi d'autres choses, je pense que je vais juste l'écrire, mais ça c'est ce que j'utilise le plus. Ce que vous pouvez utiliser aussi, une cuillère à soupe de farine de soja et 2 cuillères à soupe d'eau. Et ce qui s'utilise aussi, une demi-banane pour donc un œuf. Et généralement, s'il y a genre 1 ou 2 œufs dans la recette, généralement on n'en a pas vraiment besoin de le remplacer. Et je pense que j'ai déjà précisé, gâteau à la banane, vous n'avez pas besoin d'œufs. La banane, ça lie déjà, donc c'est pas la peine.
Et dernière chose, pour les biscuits, si vous faites des biscuits de Noël ou des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'œufs. Généralement, il y a de l'huile dedans et on n'a pas besoin d'œufs. Alors, je viens de terminer mon gâteau. Comme vous l'avez vu, j'ai mis de la crème par-dessus. C'est de la crème, je vous ai montré, crème végétale. Vraiment un truc à fouetter. Très important, ne prenez pas ce genre de choses. Ça, vous ne pouvez pas le fouetter pour le mettre sur des gâteaux. C'est vraiment pour cuisiner. Et il faut prendre vraiment quelque chose spécial, crème végétale à fouetter. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre de la crème, du lait de coco en boîte. Et vous le mettez au frigo, peu importe ce que vous avez, vous le mettez au frigo, c'est mieux quand c'est froid. Et souvent dans ce genre de choses, il y a du sucre glace, donc ça aide. Mais aussi autre chose qui aide, c'est une, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une poudre qu'on met dedans pour, premièrement ça l'aide un peu à s'affermir. Mais en plus ça l'aide aussi quand vous sortez le gâteau du frigo, parce que généralement vous n'allez pas le laisser dans le frigo quand vous avez des invités ou quoi. Ça aide à ce que ça ne fonde pas et que vraiment ça reste en place, ça tienne. Donc ça c'est vraiment super. Ça a changé mes recettes de gâteaux depuis que j'utilise. C'est vraiment pratique, donc je peux vous le conseiller aussi. Je pense que ce vlog est déjà très long, je ne sais pas. Donc je pense qu'on va finir là. Si vous voulez mon avis final sur le livre, je vous invite à aller voir ma vidéo à la fin du mois, de mes lectures du mois. Et je vous invite aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Trop long, trop court, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a un peu moins intéressé, ce que vous aimeriez voir dans un prochain vlog. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo.